Moi, quand quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas Capart, je lui dis ouvre ton armoire de bande dessinée, regarde Le mystère de la Grande Pyramide, le docteur Gross-Grabenstein, c'est Jean Capart. Tu prends les bandes dessinées d'Hergé, par exemple Les 7 boules de cristal, le professeur Bergamote, l'une des victimes de Raskar Capac, c'est Jean Capart. Au début des années 1880, la famille Capart vient s'installer non loin d'ici, rue d'Egmont, et tout naturellement, Jean Capart est inscrit dans les écoles du quartier. Il commence par faire ses primaires à l'Institut du Parnasse, et puis en 1883, il est inscrit au collège Saint-Boniface, où il va d'abord terminer ses primaires et faire la totalité de ses humanités gréco-latines. La passion de Jean Capart pour l'Égypte commence très tôt, puisqu'en 1887, son oncle et sa tante font un voyage en Égypte. Et il rapporte à son père une petite pierre que le docteur Capart fait monter en bague. Alors cette pierre, elle irrite et elle fascine tout à la fois Jean Capart, parce qu'elle porte des signes qu'il ne comprend pas. Alors il demande à son père la signification de ces signes. Alors le docteur Capart ne le sait pas, mais tout ce qu'il peut lui dire, c'est que l'on appelle cela des hiéroglyphes. Et Jean Capart alors dit « Mais papa, il faut m'en dire plus ». Et son père lui répond « Non, écoute, si tu ne comprends pas ces signes, tu n'as qu'à les apprendre ». Et Jean Capart relève le défi et du haut de ses 10 ans, il dit à son père « Papa, un jour, je te dirai, moi, ce que ce petit canard représente ». Et effectivement, il s'est rendu compte qu'en fait, il s'agissait non pas d'un petit canard, mais d'une oie d'amont. Et donc, il s'est ainsi rendu compte vraiment de toute la subtilité, au fond, de l'écriture hiéroglyphique. C'est vraiment été pour lui un peu un déclenchement. Au départ, c'était un enfant plutôt turbulent, il pensait plus à s'amuser qu'à travailler. Et puis, lorsqu'il s'est mis à s'intéresser à l'Égypte, il est devenu de plus en plus travailleur. Et lorsqu'il est arrivé un jour avec un très beau bulletin de Saint-Boniface, ses parents ont dit on va te faire une surprise. Et quelques temps plus tard, il est rentré chez lui et sa chambre avait été décorée à la façon d'un tombeau égyptien. Alors l'abbé Carrière va véritablement donner le virus de l'égyptologie à Jean Capart. Il va lui prêter des livres, notamment des livres du grand égyptologue français Gaston Maspero. Et c'est notamment avec un de ses livres, Les lectures historiques de Maspero, que Jean Capart va donner sa toute première conférence illustrée sur l'Égypte ancienne. Cela se passe en 1892. Jean Capart décalque les images de ce livre sur des plaques de verre à l'encre de Chine et il passe ces images dans la lanterne de projection et donne sa première conférence sur l'Égypte, ici au collège Saint-Boniface. Le petit groupe d'amis de Jean Capart rêve de devenir égyptologue et ils prennent comme modèle le français Jean-François Champollion, l'homme qui a inventé, qui a créé l'égyptologie mondiale. Ils veulent devenir égyptologues, mais dans les années 1880, les documents capables d'inspirer nos aspirants égyptologues ne sont pas légion à Bruxelles. Les livres sont rares et surtout très chers. Alors Jean Capart connaît une petite libraire rue de la Tulipe, pas loin d'ici, et c'est là qu'il achète ses premiers livres d'égyptologie. Alors la libraire a beau lui permettre de payer par mensualité, Jean Capart doit s'acquitter de ses dettes. Alors il cherche par tous les moyens à récolter de l'argent pour s'acheter des livres. Alors un moyen parmi d'autres, c'est que lors de la distribution des prix au collège, il ramasse tous les livres de prix qui ne l'intéressent pas et il les revend. Et avec l'argent récolté, il achète les livres qui manquent à sa bibliothèque. Alors ce n'est pas sans intérêt, parce qu'il faut quand même savoir que la bibliothèque égyptologique de Jean Capart, il en fera don en 1900 au musée du Cinquantenaire, et cette bibliothèque est devenue aujourd'hui l'une des plus grandes bibliothèques égyptologiques et papyrologiques du monde. Alors Jean Capart, bien entendu, rêve de devenir égyptologue, mais à cette époque, il n'y a pas d'égyptologie organisée en Belgique, dans les universités, dans les hautes écoles. Donc, étudier l'égyptologie, cela revient à s'expatrier, ce qui est quand même pas très facile pour un jeune adolescent.
Donc c'est un peu la mort dans l'âme que Jean Capart va entreprendre des études de droit, d'abord au Collège Notre-Dame de la Paix à Namur, et puis à l'Université libre de Bruxelles. Entre 1900 et 1946, Jean Capart va faire 13 voyages en Égypte, mais le voyage, bien sûr, le plus important, c'est celui qu'il va faire en 1923, en février 1923, avec la reine Élisabeth et le prince Léopold, le futur roi Léopold III. Alors là, c'est vraiment le déclenchement de l'âge d'or de l'égyptologie mondiale et de l'égyptologie belge en particulier. Au centre de cela, il y a bien entendu la découverte de la tombe de Toutankhamon par l'anglais Howard Carter en 1922. Jean Capart est invité par la reine Élisabeth à l'accompagner en Égypte, et il faut dire que la reine Élisabeth a été choisie pour procéder à l'inauguration de la chambre funéraire de Toutankhamon. Alors cette inauguration a lieu le 18 février 1923. Jean Capart accompagne la reine et il est l'un des premiers et l'un des seuls égyptologues au monde à visiter la tombe de Toutankhamon avant qu'elle ne soit vidée de ses précieux trésors. Et là, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'égyptologie et de l'égyptologie belge en particulier. Jean Capart, pris dans l'enthousiasme du voyage royal, va proposer à la reine Élisabeth de créer sous son égide une fondation égyptologique Reine Élisabeth. Alors cette fondation, elle est créée formellement en octobre 1923 et elle a pour but de promouvoir les études égyptologiques en Belgique. La fondation égyptologique Reine Élisabeth va jouer un rôle vraiment moteur dans l'égyptologie belge au XXe siècle. C'est une fondation qui existe toujours d'ailleurs, sauf qu'elle s'appelle maintenant l'Association égyptologique Reine Élisabeth et elle est située, et depuis l'origine, au musée du Cinquantenaire. Jean Capart a une grande qualité, c'est que ça a été à la fois un grand scientifique. Il a été à l'université de Liège le titulaire de la première chaire belge d'égyptologie. C'est un grand scientifique, mais c'est aussi un formidable vulgarisateur de l'égyptologie. C'est quelqu'un qui a toujours voulu transmettre sa passion pour l'Égypte à tout le monde. Il a toujours estimé que le savant devait de temps en temps descendre de sa tour d'ivoire et venir propager ses connaissances à tout le monde. Et lorsqu'il voyait un enfant venir visiter le musée du Cinquantenaire, ou bien lorsqu'à la fin d'une conférence, on venait lui poser des questions, vraiment, alors là, il se sentait vraiment bien. De son vivant, Jean Capart est devenu une figure quasi légendaire. C'est quelqu'un un peu oublié aujourd'hui, mais qui de son vivant était vraiment très connu parce qu'il avait une carrière tout à fait extraordinaire en Belgique, que ce soit à la Fondation égyptologique Reine Élisabeth ou au musée du Cinquantenaire. Il a également eu une grande carrière internationale. Il a notamment été conseiller au musée du Brooklyn à New York. C'est vraiment quelqu'un de très connu, de très médiatisé pour l'époque, et notamment parce qu'il donnait des conférences, non seulement des conférences, mais également des causeries radiophoniques. C'est quelqu'un qui a été l'un des premiers à vulgariser l'égyptologie au micro de Radio Belgique, ou bien même au micro de la radio new-yorkaise. El Cap, c'est un lieu tout à fait fondamental dans l'histoire de l'Égypte. C'est l'ancienne capitale religieuse de la Haute-Égypte. Jean Capart va entreprendre ses premières fouilles à El Cap en 1937 et il va mener 3 campagnes de fouilles en 1937, en 1938 et en 1945-46. El Cap, c'est vraiment un endroit tout à fait merveilleux où les Belges continuent à fouiller encore aujourd'hui. Jean Capart va garder des liens très étroits avec la reine, et la reine Élisabeth qu'il surnomme la bonne fée marraine. Pourquoi? Parce qu'elle continue à soutenir la fondation financièrement, moralement. C'est un personnage avec qui Jean Capart va véritablement créer des liens d'amitié. Ils vont d'ailleurs retourner ensemble en Égypte en 1930, également avec le roi Albert. Et à nouveau, Jean Capart va servir de guide à la reine. Il va lui faire visiter les sites de l'Égypte, non pas les sites que visitent d'ordinaire les touristes, mais un peu des sites moins connus, parce que la reine est tout de même une femme qui va faire dans sa vie plusieurs voyages en Égypte et qui va acquérir certaines connaissances. Et donc Jean Capart va l'emmener hors des sentiers battus. Il va véritablement partager sa passion pour l'Égypte avec la reine Élisabeth. Jean Capart a
publié durant sa vie plusieurs centaines d'articles et de livres, à la fois scientifiques et de vulgarisation. Et là, on a vraiment un tout petit échantillon de ce qui est de sa production. Évidemment, il y a les deux œuvres majeures de Jean Capart qui sont ici. Thèbes, La gloire d'un grand passé, qui a été primé comme ouvrage. Il doit y avoir Memphis, voilà, un nombre de pyramides. Ça, c'est vraiment les deux ouvrages majeurs de Jean Capart. C'est vraiment des livres qui ont eu vraiment un très très grand succès. Il a même écrit des livres pour enfants. Et c'est le cas ici, voilà, Ori, gamin de la vieille Égypte. C'est un conte pour enfants. Il en a écrit un autre qui s'appelle Makite. Ah, ça, ici sur El-Kaf, justement. Oui, ça c'est l'ouvrage dans lequel il relate la vie quotidienne à El-Kaf durant les fouilles archéologiques belges, donc entre 1936 et 1946. C'est vraiment le livre coup de cœur, un des derniers livres de Jean Capart, un peu avant sa mort, dans lequel il relate ses fouilles. L'Égypte a définitivement marqué le personnage, et sa vie, sa carrière. Vraiment, c'était le grand amour de sa vie, ce qui n'a pas empêché d'avoir 2 femmes et 12 enfants. Mais l'Égypte a quand même été peut-être un peu sa maîtresse, quoi.